على كل حال طالب لنا خير عنده وزير وعنده إرادة وكل شيء كان يحرك بالسيارة مع المسكين مرة العافية خلال وده يدرسوا عندهم رجال جاي لا من دورة كامل يلا ما يسألنا لكن إن شاء الله Vous vous mettez correctement debout. Mustaqim. Oui, il faut laisser le corps un peu. Il ne faut pas crisper le corps. Et ces exercices que je vous donne, ce n'est que vous saluer. Donc faites ce que je fais. Faites ce que je fais. Voilà. Mustaqim. Comme ça. وتحت وحس الإكراه فوق كده اليمنى تحت واليسرى تحت وشوي تحرك شوي ريات ça c'est tout ça oui il faut vous mouvoir avant que je recommence انتوا كامل عايز تنزلوا تحرك voilà voilà السلام عليكم ورحمة الله تفضل. Nous sommes aussi, nous avons nos traditions, nous avons nos coutumes qui nous diront toujours le sport haram. Nous avons nos traditions ou bien la malinterprétation de l'islam qui va nous dire que la femme ne doit pas pratiquer le sport. Non, la femme ne doit pas, c'est-à-dire la femme ne doit pas se bouger, la femme ne doit pas bouger. Donc, et c'est tout ceci, c'est la malinterprétation de l'islam. L'islam ne nous interdit pas de faire le sport. C'est pour cela que j'ai amené quelques trucs pour vous dire les bienfaits du sport. Je commencerai par vous dire que l'activité physique protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires. Tout d'abord. Et Zainabou est là, elle est sage-femme, donc elle ne va pas me démentir. Donc la pratique régulière, surtout, la pratique régulière, la pratique régulière, c'est-à-dire donc la pratique régulière d'une activité physique a de très nombreux bienfaits. On va voir que comme c'est bien fait, souvent plus large que ce qu'on imagine. Tout d'abord, je vous ai cité à peu près 10. Et si vous voulez, je vous cite ces éléments. Si on a le temps, Zainabou, de le citer les bienfaits du sport. Ouais. Bon, sinon, si la presse, si vous voulez, on fait passer le message. Et après, nous allons rester pour sensibiliser les femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Bon, je continue. Viens. Ouais. Bon, hein? Table. Et on est d'accord? Donc je vais vous dire, la pratique régulière permet d'avoir une bonne condition physique. La pratique régulière, ça vous permet d'avoir une bonne condition physique. Tout d'abord, bon, l'amélioration de vos performances, si vous pratiquez sport, quand elle s'entraîne toujours, donc elle va avoir une très bonne performance. Donc, mais ça ce n'est pas le cas, ça facilitera votre vie quotidienne. Donc le fait de manger, de boire et de rester assis sans pour autant se bouger, sans pour autant faire des mouvements, ne fait que vous rendre malade. Donc, bon, ça facilite la vie quotidienne. Je vous ai cité donc tout d'abord une bonne condition physique et deuxièmement protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc infraction du myocarde et angine de poitrine même. Et jusqu'à n'importe quel âge, vous pouvez avoir cette maladie. Donc elle vous protège contre certains cancers, en particulier du sein pour les femmes, cancer du prostate pour les hommes et du côlon pour les deux sexes.
Et là, Madame Zainabou va pouvoir vous expliquer cela. Et tout cela, c'est l'activité physique. Wallahi. L'interdit au riyad, m'a toujours été calme, Inch'Allah. Bon, elle réduit le risque de diabète molli. L'interdit au riyad, diabète, ma يجيكم للمدانة ولكن ما يجيكم. Si vous êtes malade, l'interdit sur tabib de rigolikum ad riyad taharrak. Bon, et aide à mieux équilibrer les chiffres de glycémie. Elle facilite la stabilité de la pression artérielle. Elle donne مهم الدم يحرك من جسمكم غير لين تجلس ما تحرك الدم ما يمشي يباقي. Donc elle est efficace contre le maintien du poids molli et réduire votre poids. L'état de riyad, vous n'allez pas être obèse. Elle lutte contre l'obésité. Vous êtes obèse, vous ne pouvez pas jouer au football. Qu'on l'améliore. On veut développer le football féminin en Mauritanie. On veut développer le basketball féminin. Ça existe déjà. On veut développer toutes les activités physiques et sportives. Donc, si on est obèse, on ne pourra pas le faire. Donc, vous pouvez dormir. Facilement. Et quand vous mangez, vous partez au travail. Ça peut vous faciliter la récupération. Elle lutte efficacement contre le stress, la dépression ou l'anxiété. Ça lutte contre ces maladies que je viens de citer maintenant. Donc, elle améliore le processus de vieillissement. Maintenant, quel âge vous me donnez? Et j'ai des petits-enfants, des petites filles, parce que même à mon âge, je fais du sport. Et je sais que je peux être votre maman, même peut-être la grand-mère pour quelques-unes. Bien, Riyad. Donc je vous conseille, mes très chers sœurs, de faire le sport. Donc elle améliore le processus de vieillissement, protège contre la perte d'autonomie. Donc pour conclure, mes très chères sœurs, mes très chers amis, mes très chers frères, parce qu'il y a des hommes même qui ne pratiquent pas le sport, qui ne font pas l'éducation physique. Et comme vous a dit Zainabou, nous voulons promouvoir ces sports. Mais nous ne sommes pas plus musulmans que les autres pays arabes. Et ils pratiquent le sport. Même à Koweït, l'équipe nationale féminine de basket est invitée à Koweït, Inch'Allah. L'équipe nationale et Mounadi sur le Koweït, c'est ça? Sur Koweït. Il y a que sur Gaston Berger. Masha'Allah, donc on veut que vous aussi, vous faites du sport. من المنزلكم من داركم قد تقدر الرياضة. Tout d'abord قبل تعدل كرة القدم قبل تعدل كرة السلة تم يحرك كل النهار. نحن نختار كل النهار 5 دقائق من الرياضة 5 minutes de sport d'exercice physique que de faire زنتين أيام في الأسبوع تحرك تمشي تعدل 4 ساعات. نحن ما نختار ذلك. Nous ne voulons pas prendre 2 jours dans la semaine et faire plus de 5 heures de temps. Non, ça vous fatigue. Nous voulons au moins chaque jour 5 دقائق ولا 10 دقائق. تبدأوا من 5 دقائق ولا 10 دقائق تم يحرك في منزلكم. étant assise, étant debout, étant couché, قد تقدر الرياضة. لكن هذا شوي عدلنا لك. زين عدلنا كل نهار. Et après maintenant, comme l'a dit Zainabou, nous pouvons accéder à des compétitions, nous pouvons accéder à l'équipe nationale et entendre une fois, un jour, l'hymne national de la Mauritanie dans les pays voisins, dans les pays d'Afrique, dans nos pays, les pays arabes. Donc, très chères sœurs, je termine. Pour conclure, l'activité physique pratiquée régulièrement aide à maintenir le poids, son poids. L'état de l'Riyad, le geste, obèse. So on bat toujours sport on butatak ko dum woni sport no modji sport wona ton jeey terrain basket e galle mon wala terrain football e galle mon on baawi kullu nahar subgo fof son gumima tan on dominate on dillat on ene sukabe mon e jam galle mon mbade dum no modje mon comme nous Zainabou wi min mbade on promouvoir le football rewbe. Donc je vous demande très chers sœurs de suivre un petit peu mes conseils, les conseils que je viens de vous dire. Donc l'activité physique et sportive a des effets démontrés à court et moyen terme sur la fonction cardiaque. Je vous remercie mes très chers sœurs. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
Tout d'abord, permettez-moi de féliciter nos amis avec un grand E à l'occasion de cette fête qui est non seulement la fête des femmes mais aussi la fête de la société entière. De la société entière. J'ai bien écouté avec beaucoup d'attention les interventions de nos amis qui ont mis l'accent sur les problèmes que vivent les femmes, surtout en ce qui concerne les violences sexuelles, qui sont malheureusement un phénomène qui touche notre société en profondeur et qui malheureusement continue de favoriser l'impunité et de causer davantage des conséquences graves pour les victimes, qu'ils soient des femmes, qu'ils soient des petites filles. Et pour cela, nous avons avec les partenaires, nous avons donc, compte tenu du constat que nous avons dressé depuis très longtemps et qui se base sur des réalités d'un travail soutenu sur le terrain, que ces filles, que ces femmes victimes de violences sexuelles ont besoin tout d'abord d'être protégées, d'être assistées, d'être occupées et de créer pour elles l'espoir. Parce que comme l'a bien dit notre ami Sidi Ahmed, la femme ou la fille victime de la violence sexuelle sort avec beaucoup de conséquences, beaucoup d'effets malheureusement qui sont toujours désastreux. Pour cela, les aider, les prendre en charge sur tous les aspects, à savoir l'aspect médical, l'aspect sanitaire, l'aspect juridique, l'aspect psychologique, constitue un élément essentiel pour la reconstruction de cette victime, la reconstruction pour cette femme, pour cette fille. Pour cela, dans cette initiative de loi qui est la première dans notre pays, nous avons vu que les femmes malheureusement sont battues, sont victimes de viols, sont victimes de violences conjugales. Et ça cause un problème réel non seulement pour les concernés, mais aussi pour leur famille, pour la société entière, ce qui nous pousse à demander qu'on sanctionne davantage les auteurs de violences à l'égard des femmes et à l'égard des filles. Nous avons fait le constat que dans l'état actuel de la législation mauritanienne, malheureusement, dans cette législation, nous n'avons pas un régime juridique dédié à la répression des violences à l'égard des femmes. Et si cette législation existe, il a une portée limitée aussi. Et il a une portée limitée, il est aussi mal appliqué. Voilà vraiment, pour cela, ça nous a poussé à présenter cette initiative de loi qui a essayé un peu de remplir ce vide, de pallier ce vide qui existe pour que les victimes sortent avec une meilleure protection, qu'ils soient assistés, qu'ils soient reconnus dans leurs droits. Donc, quelle est la situation actuelle de ces victimes? Et ici, je vais parler de l'aspect juridique. Malheureusement, nous avons un code pénal qui ne parle pas de la définition des viols, qui ne punit pas toutes les infractions ou tous les crimes sexuels. Et nous n'avons pas un personnel donc qualifié pour connaître ces dossiers. Nous n'avons pas des magistrats bien formés, nous n'avons pas des policiers bien formés, nous n'avons pas des intervenants, des acteurs spécialisés dans ce domaine. Ce qui fait que tout cela favorise l'impunité. Parce que la victime, quand elle n'est pas devant un magistrat qui connaît le sujet, qui connaît qu'une femme peut subir une violence sexuelle, qu'elle peut être victime d'un viol, qu'elle peut sortir vers la boutique ou sortir vers son école et subir un viol.
et ne pas donner une réponse que voilà, c'est vous qui êtes responsable de ce viol ou de ce crime. Quand on n'est pas devant un commissaire de police bien spécialisé, bien formé pour connaître ce sujet. Et bref, quand on n'est pas devant une administration de preuves qui permet aux juges, qui permet aux policiers, qui permet aux magistrats de dire que cet auteur, c'est bien celui qui a commis cette infraction. D'où l'importance d'introduire de nouveau les tests ADN dans notre législation qui n'existe pas pour le moment maintenant. Et aujourd'hui aussi, nous avons le problème de libération provisoire. Quasiment tous les jours, on voit des agresseurs sexuels libérés provisoirement, sans que les victimes ne prennent connaissance, sans qu'ils ne soient convoqués, sans qu'ils ne soient impliqués dans la procédure. Tout récemment, M. Ba m'a saisi concernant un dossier dans lequel l'auteur a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme, mais au bout de 2 ou 3 mois, il a été libéré provisoirement. Et depuis lors, on ne le retrouve plus. Personne ne le retrouve. Parce que nous n'avons pas assez de coordonnées, nous n'avons pas assez de personnel qualifié pour aller à la recherche de ces auteurs. Et donc, ça favorise l'impunité. Malheureusement, ça existe. Et il y a aussi l'autre problème, c'est que ces victimes, les ayants droit de ces victimes généralement ne sont pas convoqués. On fait les jugements, on fait l'appel, on fait les autres juridictions d'ordre judiciaire sans convoquer les victimes. Pour cela, nous avons fait beaucoup d'efforts pour que les juridictions, pour que le procureur général, pour que les présidents des cours exigent la convocation des victimes. Mais malheureusement, pour le moment, nous n'arrivons pas à satisfaire cette doléance. D'où l'importance qu'on mette davantage de pression pour que ces victimes, parce qu'il est intéressant, quand une victime se présente, quand une maman d'une victime se présente devant les juges, pour dire voilà, monsieur le juge, ma fille a subi ce crime. Ma fille est victime de ce viol. C'est intéressant. Dans les salles, il y a toujours un public. C'est aussi un effort de sensibilisation qu'il faut faire par le biais des tribunaux. Pour cela, il faut exiger que les ayants droit, que les victimes, les concernés soient présentes lors des audiences. Malheureusement, c'est qu'on n'arrive pas toujours à réaliser, malheureusement. Et dans cette initiative de loi, nous avons pris en considération 3 aspects essentiels. Il y a l'aspect sanction, répression, c'est-à-dire quand quelqu'un commet un crime, commet un viol, un harcèlement sexuel, qu'il soit jugé, qu'il soit mis en prison. Ça aussi participe un peu à l'effort de reconstruire la victime, de rendre certaines considérations à cette victime. Quand elle voit son agresseur en prison, c'est intéressant. Le deuxième aspect, c'est l'aspect prévention, à savoir la sensibilisation, donc les campagnes médiatiques, les campagnes, donc, à savoir, par exemple, à l'instar de notre activité aujourd'hui, c'est aussi intéressant pour mener auprès du pouvoir public une activité de sensibilisation, une activité de plaidoyer pour leur dire vraiment, nous sommes victimes, nous continuons à subir cette violence sexuelle. Il faut vraiment arrêter cela, il faut prendre les mesures adéquates pour faire cesser ces violations. Le troisième aspect, c'est l'aspect prise en charge. Quand on est devant une victime, il faut donner certaine importance, accorder certaine importance à cette victime par sa prise en charge, par un soin médical, par une assistance juridico-judiciaire, par des consultations, par exemple, psychologiques. Tout à fait, c'est intéressant. Il faut que l'assistance sociale soit à côté de cette victime, soit à côté de la famille. Pour cela, si nous arrivions à réaliser de telles procédures, nous allons
beaucoup faire pour les victimes. Nous allons aider les victimes, nous allons aussi aider la société à se débarrasser donc, définitivement de ces fléaux. Donc voilà, c'est pour ne pas être long, donc voilà, très brièvement, très sommairement. Vous avez besoin que moi je traduis en français, je peux Donc, à l'occasion de la journée internationale de la femme, donc le 8 mars, donc l'association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant organise à cette occasion une journée de sensibilisation qui prendra plusieurs formes sur les questions qui concernent la femme. Premièrement, nous allons sensibiliser sur la violence sexuelle à l'égard des femmes et des enfants, et surtout à l'égard des femmes, comme c'est la journée mondiale de la femme. Et ces violences sexuelles qui, bien sûr, bloquent l'avenir des femmes et qui est la plus grave violence qui concerne la dignité d'une femme, de sa famille, de toute la société. Et par la suite, nous avons une sensibilisation sur la CEDEF. Donc c'est la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes, qui sera présentée, donc tout de suite je parlerai du programme. Et encore, nous avons une partie, la sensibilisation sur la promotion du sport féminin, donc qui sera animée tout à l'heure par ces éminentes femmes. Premièrement, moi je vais vous introduire la problématique des violences sexuelles. Il y a des conséquences psychosociales qui ont été introduites par Cheikh Sidi Mohamed. Et il y a des conséquences sanitaires qui ont été introduites par Aïchetou Mtumbarak, directrice du centre El Wafa, dans lequel se tient cette activité. Il y a la CEDEF qui sera, bien sûr, la sensibilisation qui sera faite par Mme Sektoum Mohamed Val, présidente de l'ONG AMAM. Et il y a la sensibilisation sur le sport, la promotion du sport féminin, l'encouragement des femmes à faire le sport. Et bien sûr, qui a été une partie qui a été animée le matin par Mme Tabara. Et qui par la suite que le programme continuera et moi particulièrement je vous ferai la traduction en arabe. Donc voilà en gros le programme. Donc comme vous le savez, le 8 mars c'est la journée internationale de la femme qui montre à la fois les résultats que la femme a pu quand même a pu avoir, et en même temps que les obstacles qui peuvent freiner la promotion de la femme, son développement et son message quand même, et le grand résultat qu'elle cherche en matière d'égalité hommes-femmes. Et de ça, nous allons parler aujourd'hui. Donc, il ne peut pas quand même être tolérable ou accepter que le 8 mars finit sans qu'on évoque ce grand obstacle qui freine le développement de la femme, qui est surtout la violence sexuelle qui touche la dignité de la femme et qui a plusieurs conséquences psychologiques, sanitaires, sociales, juridiques, donc tout un ensemble qui freine quand même le développement de la femme, surtout la femme mauritanienne. Donc j'ai essayé quand même de vous donner quelques chiffres importants qui montrent déjà que la problématique devient un problème de société et que ça devient une grande violation des droits des femmes et c'est en même temps un grand problème de santé publique. Donc si je parle de ces données, je dis que le centre El Wafa où se tient cette journée aujourd'hui a déjà enregistré, donc ça quand même ça ne représente pas grand chose parce que c'est uniquement au niveau de Nouakchott,
et dans quelques muqata'a de Nouakchott. Donc en fait, c'est pas toutes les données. Donc, parce qu'il y a d'autres centres, il y a d'autres organisations qui disposent d'autres données. Mais ne serait-ce qu'au niveau du centre El Wafa, il y a déjà enregistré 1622 femmes. 1622 victimes. Et ça déjà, ça nous suffit pour dire que cette problématique est devenue une grande problématique, quand même, un problème de société. Donc, et si je vois de ces 1622 femmes, il y a 1365 qui sont des mineurs. Ça quand même, c'est très difficile. Si on réfléchit un peu sur ces données, on voit que les petites filles, l'avenir de ce pays, ce sont elles les plus touchées. Et ça, c'est l'avenir de tout un pays. Parce qu'un pays, quand même, repose sur sa jeunesse. Et cette jeunesse, et si elle est fortement violentée, donc il faut voir donc comment nous pouvons parler de développement de femmes, comment nous pouvons être satisfaits de quelques postes que les femmes, dont les femmes ont accédé, tant que quand même ça n'a pas apporté du nouveau donc dans la réduction de ces violences, donc la protection de ces femmes contre ces violences barbares. Et je peux dire encore que ce n'est pas seulement les femmes, il y a encore les garçons, parce que les garçons sont touchés, puisque nous avons 137 cas de garçons. Et par la suite, je peux dire que nous avons des petites fillettes de moins de 5 ans. Ça, c'est très grave. Et ça représente déjà 317 cas de petites fillettes de moins de 5 ans. Et si je vois la tranche la plus touchée qui représente 686, c'est l'âge entre 11 et 15 ans. Ça, c'est très grave. Parce que c'est l'âge où la fille, quand même, devient active. C'est l'âge où la fille part à l'école. C'est l'âge où on peut penser que cette fille, elle a un avenir pour ce pays. Et là, cet avenir devient bloqué par cette violence que vous avez entendu, toutes les conséquences que peut résulter de ces violences. Donc, surtout l'aspect psychologique, c'est pour l'aspect dont la sage-femme directrice du centre en a parlé. Donc, la grossesse non désirée, donc l'accouchement précoce, ce qui fait quand même que ça peut aller jusqu'à des décès maternels, dont la Mauritanie actuellement, elle souffre de taux très élevés de décès maternels et néonatals. Donc, par la suite, donc, Maître vient d'évoquer que ce problème encore est très difficile, puisque sur l'aspect social, donc cette fille risque de ne plus fonder un foyer, elle risque même d'exclusion au niveau de la famille. Et ces risques dangereux, bien sûr, handicapent la promotion de la femme, handicapent le développement de la femme. Et ça, c'est quand même des choses ça montre déjà que c'est un problème de société, c'est pas un problème d'une organisation et c'est pas le problème d'une personne. Ça doit être le problème de toute une société. Toute une société. Et c'est une grande violation des droits de ces femmes. Donc on ne peut pas parler de la promotion tant que nous, on sait que nous avons ce grand obstacle qui nous touche directement. Donc j'ai dit bien, donc je veux toujours faire une synthèse, puisque sinon quand même c'est long. Parler un peu des profils de ces agresseurs. Ce qui est très grave, c'est que la femme mauritanienne n'est plus protégée contre ces violences. Et ils prennent plusieurs formes. Parce que nous savons que ces données-là qui concernent Nouakchott, il y a des données qui commencent encore à parvenir de l'intérieur du pays qui sont plus graves. Nous avons eu des femmes qui ont été violées à l'intérieur du pays et qui ont été accusées elles-mêmes. Accusées et dont parmi elles, il y a une femme qui est mariée et qui a été divorcée avec ses familles, abandonnée par son mari, abandonnée par sa famille et accusée encore de zina, ce qui est très grave. Et elle, c'est une femme innocente qui a été violée. Donc tant que quand même ce problème n'a pas été pris en considération, tant qu'il n'y a pas eu, les femmes n'ont pas été protégées contre ces problèmes, on ne peut jamais parler de la promotion féminine, on ne peut jamais parler de résultats que la femme a pu avoir dans son avenir. Donc, en ce qui concerne les profils, nous avons pu relever 36 profils des agresseurs.
Les 36 profils des agresseurs, je vais vous les citer, donc de façon synthétisée. Nous avons qui protège d'habitude la femme. C'est au niveau de son domicile, de ses parents. Nous avons eu le viol du père. Nous avons eu le viol du frère. Nous avons eu le viol de l'oncle. Nous avons eu le viol de la personne qui rentre dans les familles, des proches. Et ça déjà, ça montre que la femme même, elle n'est même pas protégée au niveau de sa famille elle-même. Donc là, elle sort de sa famille, ce que nous cherchons, qu'elle part faire des études. Et là, nous avons constaté qu'un cours de route, elle risque le kidnapping, elle risque donc d'être kidnappée par les délinquants. Et ce kidnapping et la délinquance, elle constitue le plus grand nombre donc, de ces violences, c'est 178 cas de kidnapping par les délinquants. Donc vous allez voir ici que la délinquance ici en Mauritanie commence à se développer. Et ça, c'est le plus grave crime. Donc la jeunesse encore masculine commence à avoir des problèmes. Parce que la délinquance commence déjà à prendre une grande ampleur dans cette ville de Nouakchott. Et les crimes, donc avec tous les crimes qu'il y a. Donc ça veut dire que quand même ce problème est un problème de société, ce n'est pas un problème d'une organisation. Donc en même temps, donc, au niveau de l'école, nous avons eu les viols des enseignants. Les enseignants, les maîtres, les enseignants, les professeurs. Et ça, c'est très grave. Et là, donc, je ne veux pas vous parler de ce que le maître a dit, il y a l'impunité. Pourquoi il y a les récidives tout le temps? Parce qu'il y a l'impunité. Ces auteurs-là ne sont pas punis et ils le savent. Ils savent qu'ils ne seront jamais punis. Vous savez, ce qui fait l'agresseur, le criminel, il est intelligent. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas accusé, que réellement il est protégé. Lui-même, il est protégé. Parce que jamais, il y a toujours cette impunité et la loi n'est jamais appliquée. Donc, et ça, c'est quand même des choses qui sont très graves dans le développement et dans la violation des droits des femmes. Donc, on ne peut jamais passer du 8 mars sans essayer d'attirer l'attention de l'opinion publique sur cette question. Donc, bien à cela, donc, après, nous avons les petites filles. Les petites filles, d'habitude, nous les envoyons où? Au maître coranique. Nous avons eu les viols du maître coranique. Nous avons eu les viols de taxi. Bon, heureusement que ça fait une année et quelques, nous avons quand même, depuis qu'on a commencé à organiser un peu les taxis, je pense que ce genre de kidnapping dans les taxis commence un peu à diminuer. Ne serait-ce qu'il faut sensibiliser les femmes, il faut sensibiliser la population pour qu'ils ne prennent que ces taxis qui ont été identifiés. Donc ça quand même c'est un certain résultat. Donc bien sûr nous avons le viol du domestique, du chauffeur. Et bien sûr, la fille encore domestique, elle est souvent violée, parce que le nombre de domestiques violés quand même, c'est un grand nombre. Ici, d'habitude, au niveau du centre El Wafa, on raisonne en matière de femmes, d'enfants, mais on ne raisonne pas en matière de travail. Domestique ou pas domestique, ou directrice, ou n'importe quel travail, tu es une femme, tu as été violée. Donc sinon, quand même, les domestiques femmes encore, elles sont exposées à cette violence. Donc en gros, je pense que je préfère m'arrêter ici en ce qui concerne les données, puisque les données sont nombreuses. Je ne vais pas rentrer dans les types de violences et tout ça, parce que c'est un rapport ici, on peut le trouver au niveau de la MSME sur son site. Sinon, il y a une autre forme de viol qui commence à prendre plusieurs formes, c'est le viol et le meurtre. Comme vous le savez, nous avons assisté en 2013 à 2 viols très difficiles avec meurtre. Une jeune femme qui a, dans les vingtaines, mariée, en état de grossesse, qui a un petit enfant et qui a été kidnappée dans un taxi. Elle a été violée et assassinée. Et après, on s'est réveillé, c'est une petite fille
encore de 5 ans, violées, assassinées. Bon, quand est-ce que nous allons attendre? Ça, c'est très grave. Quand est-ce que nous allons attendre? Nous allons se taire toujours. Les années passent et les années. Le 8 mars vient, les politiques, donc les ministères parlent, donc tout le monde parle, la presse parle, mais sans autant faire quand même ou crier fortement pour arrêter ce sort de violence. Sinon, un bon jour, ça serait un feu de brousse et ça ne pourra jamais s'arrêter. Et surtout, ça commence à être un feu de brousse. Il faut le dire, depuis des années, donc si nous revenons donc aux données des années, nous allons voir que ça remonte. Parce qu'on est parti de 2002 à 33 cas jusqu'à arriver à 255 cas, à 305 cas. Donc ça c'est grave, ça c'est des choses quand même graves. Mais il faut quand même que nous en parlions. Il faut que ça ne soit pas une question donc évoquée par une organisation de la société civile, mais que ça soit quand même que ça soit un problème de tout le monde et un problème de société et une violation des droits des femmes et en même temps des problèmes de santé publique. Et pour cela, il faut le dire que le grand problème, c'est que ces femmes-là, toutes ces femmes-là, n'ont pas été protégées. Pour prouver, à chaque fois on dit à la femme, il faut prouver. Comment elle prouve? Cette violence ne se fait jamais devant quelqu'un pour pouvoir le prouver. Et nous n'avons pas l'examen de l'ADN pour pouvoir le prouver. Et la femme mauritanienne souffre de ces violences sexuelles. Il faut le dire et nous le disons fortement. Ce n'est pas la politique, pas du tout. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la majorité. Ça, c'est des citoyennes mauritaniennes. Ça, c'est la société civile neutre. Et ça, c'est la société civile qui attire l'attention sur des faits qui deviennent quand même inacceptables dans une société comme notre société. Et il faut réellement que les gens en parlent. Il faut que tout le monde en parle. Sinon, je pense que les années prochaines, Inch'Allah, que Dieu quand même nous en garde, ça serait quand même une violence qui ne peut jamais s'arrêter. Ça veut dire que dès à présent, il faut quand même que des choses soient réellement prises, des mesures strictes soient prises en compte donc, pour stopper cette violence. Et surtout que la société civile elle-même donc, appuie donc, avec des experts juridiques mauritaniens, a pu travailler sur l'initiative de loi qui, une fois adoptée, elle peut quand même protéger les femmes donc contre ces violences. Ça ne suffit pas, parce qu'encore il faut la prévention, il faut la sécurité, mais quand même il faut encore protéger les femmes. Quand ils cherchent justice, il faut quand même qu'il y ait justice. Il faut décourager surtout ces agresseurs, il faut décourager ces criminels pour que il n'y a pas les choses ne continuent pas et pour que ça ne soit pas un cercle vicieux dont la Mauritanie ne peut jamais en sortir et ne peut jamais penser à toutes ces conséquences qui peuvent en résulter. Et je vous remercie. De m'avoir donné l'occasion de joindre la voix de l'association mauritanienne d'aide aux nécessités Aman, voix de nos sœurs qui plaident pour que cesse la violence contre les femmes et les filles et les enfants. Et pour cette journée, l'occasion de cette journée internationale de la femme, nous saisissons l'occasion et nous sommes partagés les tâches. Et moi, je me suis occupée un peu de faire parler de la CEDEF, qui est la Convention internationale sur l'élimination de toutes les violences à l'égard des femmes. Et pour cela, je vais juste faire un petit rappel du système des droits de l'homme. Le système des droits de l'homme a commencé avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui pour la première fois a développé et systématisé les droits de l'homme et qui sont devenus la norme internationale des droits de l'homme avec les deux pactes, par la suite les deux pactes de 1966, qui se sont formés de ces droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
Après, il y a eu aussi plusieurs conventions qui ont vu le jour. Des conventions qui se concentrent sur des thématiques spécifiques, comme la discrimination raciale, comme encore pour protéger encore plus les droits des personnes vulnérables, comme les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les disparitions forcées, les travailleurs migrants. Et puis voilà, donc ce sont ces conventions-là qui font le système des droits de l'homme. Donc, les conventions, les pays peuvent adhérer à la convention avec une décision volontaire, comme quoi l'État veut se soumettre à ces lois juridiques, à ces instruments juridiques internationaux, par la ratification, par le biais de la ratification. Donc, lorsqu'un État devient partie, donc par la ratification, il devient partie au pacte ou à la convention, et dès qu'il devient partie, il a l'obligation de traduire dans sa juridiction nationale donc, les dispositions de cette convention, de ce pacte. Si le pays a ratifié la CEDEF, il devient partie à la CEDEF. S'il devient partie à la CEDEF, il traduit la législation mauritanienne, par exemple, ici c'est la Mauritanie, il traduit la CEDEF dans sa législation mauritanienne, dans sa législation interne. Et encore, il doit publier cette ratification, il doit publier dans son journal officiel cette appartenance à cet instrument international. Et donc, en plus de ces instruments, conventions et pactes, il y a eu des protocoles complémentaires. C'est-à-dire que certains pactes ou certaines conventions ont vu des insuffisances ou bien ont eu besoin de compléments et ils ont eu des protocoles qui sont facultatifs, pas obligatoires, mais auxquels un pays peut adhérer et l'adhésion demande la même ratification que la ratification de la convention et la même publication et la même traduction. Donc, il peut faire une réserve. Les pays peuvent, les États partis peuvent faire une réserve sur un ou des articles particuliers. Et là, c'est le cas de la Mauritanie par rapport à la CEDEF. Donc, nous allons passer sans transition à la CEDEF. C'est que c'est une convention, on l'appelle convention sur la discrimination, sur toute forme de discrimination, convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. C'est clair et net, toute forme de discrimination. Alors, elle a un comité qui est composé de 23 membres, experts, indépendants, qui répondent au principe d'indépendance, qui répondent au principe des compétences et qui sont moraux et connus pour leur moralité, et leur neutralité et leur impartialité. Donc, en 1979, elle a été adoptée et en 1982, il y a eu le comité de la CEDEF et en 1999, le protocole additionnel à la CEDEF. Donc, elle a 3 sessions par an. Et la CEDEF elle-même, elle est composée de 30 articles. 30 articles et elle est en 2008, septembre 2008, et elle a 123 parties, 123 États partis sur 193 États. Donc, parmi ces 30 articles, il y en a qui sont tous importants,
comportent tous des droits, qui garantissent tous des droits de la femme, et les droits d'égalité et les droits de la non-discriminalité. Alors, je voudrais attirer votre attention sur 5 articles de la Convention. Les 5 articles, à commencer par l'article 1er, qui comporte la définition. Cette définition l'article 1er comporte la définition qui suit. Aux fins de la présente convention, le terme de discrimination à l'égard des femmes vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe, qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité des hommes et des femmes, des droits humains et des libertés fondamentales dans d'autres domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et civils, ou dans tout. Ça, c'est donc l'article 1er de la CEDEF qui garantit l'égalité. Il y a l'article 2. L'article 2 fait obligation de l'État, des États partis, à l'engagement des États à respecter, à condamner la discrimination et à donc faire des sanctions contre la discrimination et à prendre et donc il y a plusieurs sous-articles, paragraphes qui énumèrent ce que cet engagement impose à l'État. Donc il y a l'article 3, les États partis prennent dans tous les domaines, en particulier dans les domaines politiques, sociales, économiques et culturelles, toutes les mesures appropriées, y compris législatives, pour assurer le plein développement et le plein progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice de la jouissance des droits et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité entre hommes et femmes. Donc ces 3 articles-là sont extrêmement importants, et un État qui a ratifié cette convention doit obligatoirement les appliquer aux femmes de son pays. Il y a 2 articles encore qui attirent notre attention. Pourquoi? Parce que ces 2 articles, il s'agit de l'article 13 et de l'article 16. Parce que la Mauritanie, en ratifiant cette convention, la Mauritanie a dit: ayant vu et examiné la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 1979, l'avons approuvée et l'approuvons en toute et chacune de ses parties, non contraire à la charia islamique et conformément à notre Constitution. C'est-à-dire que la Mauritanie prend tout, sauf ce qui est contre la charia. Et quand ils ont vu les 30 articles, ils ont dit qu'il y a 2 articles sur lesquels ils ne sont pas d'accord. L'article 16 dans sa totalité et l'article 13 dans son paragraphe 1er. Donc, bien qu'il y ait eu des avancées et beaucoup de sensibilisation et beaucoup de plaidoyer, les femmes ont quand même avancé, ont fait des avancées, mais tout cela ne peut pas être suffisant tant que la levée n'est pas faite, ou que au moins la spécification n'est pas faite sur les articles. L'article 13, il dit: les États partis prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination contre les femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, d'assurer la base de l'égalité, les mêmes droits, en particulier le droit à la prestation familiale. Et ils ont cité quelques droits ici. Alors que, avec toute la sensibilisation, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'on peut faire la réserve, sauf sur ces 2 articles-là. L'article 16, c'est égalité devant le mariage, objet de la réserve générale de la Mauritanie. Donc le divorce, c'est l'homme qui divorce. Il divorce automatiquement.
il dit, moi, dites à cette femme que je la quitte. Ou il ne dit rien, il s'en va, il disparaît dans la nature. Et la femme, elle est divorcée sans aucune formalité. Avec les enfants, elle est abandonnée sans aucune formalité. Alors que l'article 16 garantit à la femme qu'elle ne soit pas divorcée comme ça et qu'elle aussi, peut-être, elle a des raisons de demander le divorce. Une femme qui souffre, une femme qui est frappée, une femme qui est agressée, une femme qui est quotidiennement, qui n'a pas de vie avec un homme. Mais elle doit avoir droit à demander le divorce, même si elle mange et elle boit. Elle n'a pas envie de manger ni de boire. Elle a des problèmes profonds qui n'ont pas de solution. Parce qu'une femme qui a choisi son mari, elle ne va pas demander de quitter son mari si elle n'est pas vraiment, si elle a trouvé le mari qu'elle espérait. Il n'y a pas de raison qu'elle demande le divorce. Donc c'est à propos de ces deux articles-là qu'il y a ce problème-là. Donc nous avons notre constitution. La constitution du 20 juillet 1991 de la Mauritanie, qui est la loi suprême de toutes les lois. Dans son article premier, la constitution garantit l'égalité pour tous les citoyens, qu'ils soient hommes ou femmes, les garantit les droits, l'égalité des droits de tous les citoyens. Ça, c'est l'article premier de la Constitution. Et il y a l'article 80 de la Constitution qui garantit aussi la supériorité, l'autorité de la Convention ratifiée et publiée sur les lois internationales. Ce qui fait qu'il y a du travail à faire sur cette réserve pour qu'elle soit levée. Et là, comme les ulama ont déjà donné le feu vert à arrêter, à spécifier la réserve générale sur les deux articles, si on amène si l'État arrive avec beaucoup de plaidoyer de travail, avec la bonne volonté aussi, à lever la réserve, au moins la spécifier dans un premier temps. Et nous ne voulons rien. Ce n'était pas les ulama qui ont décidé comme ça. On aurait peut-être nous-mêmes pas pu demander la levée de la réserve. Mais si ils ont vu qu'on peut lever la réserve jusqu'à ces deux articles, nous savons aussi que si on pousse plus loin, nous verrons que la charia donne aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. Et donc, nous espérons aujourd'hui que nous arrivons. Merci beaucoup.